Saviez-vous que dans la municipalité de Lac-Beauport, parmi ses citoyens, on compte au moins 2 auteurs? Et étant donné que la lecture est un de mes passe-temps favoris, j'ai la chance et le privilège d'aller à leur rencontre pour vous les présenter. David Tessier, Graham Villeray, j'aimerais que dans un premier temps, vous me parliez un peu de vous. Présentez-vous. Il y a des gens qui vous connaissent probablement pas, qui nous écoutent. Qui est David Tessier? David Tessier, c'est un père de 3 garçons, ingénieur mécanique de formation, métier qui m'a permis de voyager. Je suis allé travailler 4 ans en France, mais aussi 4 ans en Inde, où j'ai développé mon petit côté d'amour de l'écriture en écrivant des carnets de voyage parce qu'il y avait tellement de belles choses et de choses wow en Inde que j'ai voulu partager ça avec mes collègues, mes amis, puis ma famille restée au Québec. Dans le cas de Graham, c'est le contraire, hein, parce que lui, il était là en France, puis le français est venu chez nous au Québec, c'est ça? Exactement. Moi, je suis venu immigrer au Canada en 2001. Et puis, depuis, j'ai fait quelques allers-retours avec la France, mais en gros, je me suis installé ici avec un immense plaisir, quoi. Surtout à Lac-Beauport, d'ailleurs. Quel a été l'élément déclencheur, dans le cas de David, tu en as un peu parlé, là, qui vous a donné le goût d'écrire, de raconter vos histoires, de les coucher sur papier, David? Et moi, j'avais déjà mes carnets de voyage que j'écrivais quand j'étais en Inde. Puis je m'étais donné, là, c'est des 3-4 pages bien tassées. Puis il y en a eu 17 pendant 4 ans. Et je me suis lancé le défi d'en faire un roman. Donc, c'est un roman grand public. Un peu autobiographique. C'est basé sur ce que j'ai vécu, mais il y a une bonne partie qui est de la fiction quand même. Je voulais pas que ça soit mon histoire. J'ai pas la prétention de penser que ma vie intéresse grand monde, peut-être à part mes 3 garçons. Mais j'ai converti ça dans une fiction qui est basée sur ce qu'on a vécu en Inde, en famille. David, parle-moi là, de ton livre Incredible India. Qu'est-ce que ça raconte? Qui est le personnage? Quel genre d'aventure vit-il? André part en Inde avec sa famille, comme expatrié lui aussi. Il a la bonne idée, lui aussi, d'écrire des carnets de voyage, mais lui, entre sa vie et ses carnets, il y a des ponts qui se créent. Il se rend compte qu'il vit des choses parce qu'il les a écrites dans le carnet précédent. Et puis, donc, on voit, il y a beaucoup d'expérientiel par rapport à ce qu'on a vécu en Inde. Il y a beaucoup de descriptions. Les gens qui me reviennent, les lecteurs qui me reviennent, qui me fait plaisir comme commentaire, c'est qu'on a l'impression de voyager en Inde, de sentir les épices quand c'est là, parce qu'il y a beaucoup de descriptions détaillées de points qu'on a vécu vraiment sur place. Puis ça paraît, ça se ressent dans l'écriture. L'extrait que je vais vous lire se passe quand André s'en va avec Rajiv, son chauffeur, chercher du poulet. « Chicken, please », lui ai-je répondu, et j'ai ajouté un signe de peace and love pour lui signifier que j'en voulais 2. La suite s'est déroulée sans parole. Pas comme si on pouvait entendre voler une mouche, mais plutôt 200. Le gars s'est levé d'un bond, est allé à l'arrière, a ouvert une cage, a pris un poulet, l'a couché par terre en lui mettant un pied nu sur les ailes et lui a coupé la tête. Tout ça en moins d'1 minute. Il a maintenu la pression sur la volaille, le temps qu'elle cesse ses convulsions, puis a recommencé avec un second poulet. Le sang coulait entre ses orteils et créait une petite rivière rouge qui s'échappait sous le mur. Le boucher les a déplumés et est revenu s'asseoir devant moi. Il a saisi son arme et a donné des grands coups de machette. Il avait presque fini quand il s'est légèrement entaillé l'index avec sa machette bien affûtée. Rien de grave apparemment, car il a léché sa coupure qui saignait et a terminé son travail. Il a ensuite placé les morceaux de poulet dans un sac de plastique ultra mince, prêt pour emporter. Et il semblait très heureux de pouvoir garder tous les abats, et contre 250 roupies, il m'a remis mes 2 sacs. Choc! Vous me l'auriez demandé et j'aurais répondu que je le savais, que c'est la nature, que c'est la vie, mais j'étais estomaqué que mon colis soit chaud. C'était la première fois que je touchais de la viande crue, encore chaude. Être carnivore est sans doute plus cruel qu'on aime le penser. Ce livre-là, il est auto-édité. J'aimerais que tu me parles de ton expérience en auto-édition. C'est une bonne question. En fait, je l'ai proposé à des éditeurs. Je ne suis pas gêné de le dire du tout, mais le monde de l'édition est un peu particulier. Les éditeurs sont très frileux à prendre des risques. Et donc, finalement, je n'ai pas été accepté dans les maisons d'édition traditionnelles. J'ai choisi de m'auto-éditer et c'était une excellente décision. Parce que, en fait, je suis devenu un peu un petit auto-entrepreneur qui avait tout à faire. Donc, oui, la mise en forme du roman, mais aussi la couverture, la mise en page. J'ai tout touché à toute la chaîne du livre, si on veut.
y compris maintenant donc la partie promotion, marketing. D'ailleurs, j'ai trouvé une belle astuce pour le faire. J'ai bâti autour du roman et autour de mon expérience en Inde, donc une conférence qui s'appelle Incredible India et que je vais donc présenter. Ça me permet d'aller devant des lecteurs. Donc, je fais ça pour connaître ceux que je ne connaîtrais pas. Sinon, dans les salons du livre, dans les petits marchés, dans les choses comme ça qu'on fait ensemble, que je fais ou qu'on fait ensemble avec Graham. Donc, c'est la façon que je fais la promotion, en fait. Pour commencer, Graham, j'aimerais que tu me racontes l'histoire de Nous sommes des loups et vous êtes la proie. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre-là? C'est l'histoire d'une bande d'adolescents, 15-16 ans, ce sont des adolescents favorisés et ils ont envie de changer le monde. C'est souvent le cas quand on a cet âge-là, évidemment. Sauf qu'eux, ils ont trouvé un moyen un peu radical de le faire, c'est de nettoyer la société de ses nuisibles. Vaste sujet, la nuit, telle une meute de loups, d'où le titre, ils fondent sur les rues sombres de la ville et ils assassinent des gens. Évidemment, devant l'accumulation des cadavres, la police finit par s'en mêler et là, ça dégénère. Et donc, c'est aussi en quelque sorte une plongée dans un Paris un peu mystérieux, un peu secret. Mon Paris à moi, qui est un Paris différent de celui touristique que vous connaissez sûrement. Est-ce que c'est une lecture qui est difficile? Est-ce qu'on ne s'adresse pas à un jeune public, là? Non, on s'adresse plutôt évidemment à des adultes, mais sur ce roman-là en particulier, je pense qu'à partir de 15-16 ans, ça peut aller. Évidemment, il faut avoir le cœur un petit peu accroché, mais ça... Je ne m'en fais pas trop pour ça. On va parler maintenant de celui que tu as écrit juste avant « Nous sommes des loups, les morts sont des cons ». Le titre m'intrigue. On parle de quoi? C'est l'histoire d'un tueur à gages. C'est un tueur à gages qui remplit une mission à travers le monde. Et elle est assez complexe. Il doit tuer des gens un petit peu partout. Et il fait littéralement un tour du monde. Et au fur et à mesure qu'il remplit cette mission, des grains de sable viennent gripper la formidable machine à tuer. Et là aussi, ça dégénère. Moi, j'aime bien quand ça dégénère dans les livres. Dites-moi que c'est pas autobiographique, là? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon personnage Vincent me ressemble pas du tout. Lui, il a des cheveux. D'accord. Les gens qui voudraient se procurer vos volumes, est-ce qu'ils sont encore disponibles en librairie ou doivent-ils passer directement par vous? Nous sommes des loups, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc il est encore un peu disponible. Sinon, en commande, évidemment, dans certaines librairies. Les morts sont des cons, il vient d'être épuisé, donc ça fait peu de temps, depuis l'année dernière. On en trouve encore quelques-uns dans quelques librairies ici ou là. Là, j'ai Stéphanie qui me dit à l'oreille qu'il y aurait une réédition sur Amazon. Oui, effectivement, il sera à nouveau disponible d'ici quelques jours, quelques semaines. Je suis en train de travailler dessus. Sinon, pour les gens qui habitent à Québec, c'est plus simple peut-être de passer par moi, en allant sur mon site web ou mon Facebook et puis en me contactant. Alors, je vais vous lire le début de « Les morts sont des cons ». Vincent devrait buter cette femme sans poser de questions et prendre l'argent. Son commanditaire lui avait indiqué la marche à suivre. Était-ce le fait que ce soit une femme qui le faisait hésiter? Vincent n'en était pas sûr. Il n'était plus sûr de rien. 40 ans et aucune certitude, du moins plus depuis quelque temps. Il avait déjà tué des femmes il y a longtemps. C'était une époque où il faisait n'importe quoi pour survivre. La première était vieille, moche, grosse, ça avait été très facile, pas de scrupules, peu d'argent. Puis il avait continué, entraîné par les événements, par la vie. Mais il hésitait en général à tuer des femmes, peut-être par principe. Heureusement, c'était très rare, comme ses principes. Cette fois, il se disait qu'il avait le choix. Et puis non. Pourquoi manquer une jolie occasion de gagner beaucoup d'argent? Qu'en avait-il à foutre? Cette femme, une riche héritière, femme d'affaires impitoyable, selon l'homme qui se tenait devant lui, était encore jeune. Vincent la trouvait très jolie sur la photo. Elle devait avoir entre 35 et 40 ans. Brune, souriante, chic, riche donc conne. C'était réducteur, simpliste. Mais la vie est souvent simple. Simple comme un gros paquet de pognon. L'argent achète tout, même la mort.